People for Impact, normalement, vous nous connaissez déjà bien. Donc, People for Impact existe depuis maintenant 5 ans. Donc, plateforme dédiée aux experts de la transition écologique, du développement durable, de la RSE, et avec aujourd'hui une communauté qui a dépassé les 2600 freelances. Euh, donc, une communauté qui grandit toujours de jour en jour. Et nous avons ce format des People for Impact Days qu'on fait régulièrement pour apporter justement aux membres de People for Impact des outils sur des problématiques business ou sur des sujets d'actualité sur nos sujets de développement durable. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Émeric Pouchin, qui euh, est un de nos partenaires du cabinet d'expertise comptable Newmans et qui va nous parler des nouveaux seuils de franchise de TVA. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Marie pour cette introduction. Euh, on a imaginé ce webinaire il y a quelques semaines. Il y avait eu une annonce du gouvernement avec une réforme très importante et un abaissement du seuil de la TVA. Et on va le voir là dans les prochaines diapositives qu'ils ont un petit peu rétro-pédalé. Après, ça nous a semblé important de garder ce webinaire pour faire un rappel justement sur ces différents seuils et puis pour essayer de parler, d'envisager un petit peu la suite et de comprendre les conséquences, puisque je pense que réforme il y aura, notamment en 2026, et de voir l'impact que ça peut avoir, notamment sur notre activité de freelance. Je vais du coup commencer le diaporama. N'hésitez pas s'il y a des questions à utiliser le chat, voilà, pour que ce soit vivant et qu'on puisse répondre aussi à vos interrogations. La TVA, c'est un sujet assez technique. Donc on essaye au sein de ce webinaire de balayer un maximum de sujets, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas au sein du chat. On va d'abord parler ensemble, effectivement, de cette modalité de fonctionnement de la franchise en base de TVA. Qu'est-ce que c'est, qui est concerné et comment ça s'applique? La franchise en base de TVA, c'est quoi? Euh, c'est un mode de fonctionnement qui permet aux entreprises ne bénéficiant pas d'une exonération spécifique, c'est-à-dire qui font une activité de commerce et qui devraient facturer la TVA, de ne pas soumettre leurs prestations et leurs opérations à la TVA dès lors qu'elles ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires. C'est un petit peu un cadeau fiscal, une simplification qui est admis par l'État de dire on va simplifier pour les nouvelles entreprises, notamment pour les entreprises qui se créent ou celles qui ont une taille, euh, voilà, peu d'opérations, de ne pas trop se compliquer la vie avec la TVA. Qui est concerné par la franchise en base? Toutes les entreprises réalisant des ventes ou des prestations de services à titre onéreux. Et c'est important de se dire, quelle que soit sa forme, son régime juridique ou fiscal. En fait, la franchise de base va aussi bien s'appliquer à une personne physique, à une société, à l'IS, à des associations. Il n'y a pas de différenciation. Et le critère important, c'est tant qu'un certain seuil de chiffre d'affaires n'a pas été réalisé. On va voir dans les diapositives suivantes quels sont les différents seuils. Euh, c'est notamment un petit peu de complexité et c'est ce qu'ils ont essayé de simplifier quand ils ont voulu réformer voilà, un petit peu ces seuils, même si ça a été finalement abandonné. Ce qui est important de comprendre, c'est que la franchise en base, elle s'applique automatiquement de plein droit en cas de création d'activité. Ça veut dire que si vous ne faites pas d'option pour être soumis et redevable de la TVA, le régime de base, c'est le régime de la franchise. On peut renoncer à, à ce choix de la franchise, en tout cas à cette application de la franchise de plein droit. On peut y renoncer soit en début d'activité, parce que je vais créer ma société, je vais dire je veux opter pour la TVA. Et après, tout au long de l'activité, on va pouvoir renoncer. Donc c'est une renonciation qui doit être express et qui prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Euh, Souvent, on a tendance à croiser au sein du cabinet des clients, des nouveaux clients qui pensent que l'option, en fait, elle est à la date d'exercice comptable ou au 1er janvier ou au 31 décembre. Pas du tout. On peut à chaque fois, en fait,
euh, opter, faire une mention, faire une demande aux impôts. Et dans ce cas-là, le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée, je deviendrai redevable de la TVA. Sans du diaporama, un petit peu plus tard, j'essaierai d'expliquer un petit peu les conséquences d'opter ou de ne pas opter pour la TVA. Alors, dans la loi de finances de 2024, qui a été un petit peu laborieuse à arriver, qui est sortie tardivement, il y a 20 ans que je fais de la comptabilité, c'est la première fois qu'on a une loi de finances qui est aussi tardive, puisqu'elle est arrivée en février 2025. Euh, et en tout cas, elle a modifié les limites de la franchise de base. Donc, dans le tableau, on va voir qu'il y a effectivement plusieurs seuils, un petit peu de complexité, et qu'on a en réalité deux seuils en fonction des opérations concernées. Donc, on a tout ce qui est livraison de biens et dans laquelle en fait on a attaché des prestations de services, la vente à consommer sur place et les prestations d'hébergement. On a un premier seuil de droit commun de 85 000 euros et un seuil majoré de 93 500. Je reviendrai un petit peu plus tard, vous allez voir sur cette notion de seuil de droit commun et seuil majoré. Pour vous, freelance, la plupart du temps, vous allez dans la deuxième ligne, haute prestation de service. Donc là, on a un seuil de droit commun à 37 500 et un seuil majoré à 41 250. Et puis après, euh, on a d'autres activités qui sont un petit peu spécifiques, les avocats, les auteurs et artistes interprètes ont un seuil de droit commun de 50 000 et d'autres activités où on est effectivement à 35 000 euros. Encore une fois, vous, ce qui est important, généralement, 99,9% de nos consultants en freelance sont haute prestation de service. Et donc, j'ai un seuil de droit commun à 37 500 et un seuil majoré à 41 250. Euh, on a une première simplification. Je ne vais pas revenir sur l'historique, mais avant, c'était assez compliqué. On avait des notions de chiffre d'affaires de N-2, de dépassement pendant plusieurs années de suite, avec des seuils de droit commun, des seuils majorés. Ils ont eu la bonne idée, et ça c'est applicable, de simplifier un petit peu. Et donc, on a une modification des règles de franchissement de seuil. On a, à compter de la date de franchissement du seuil majoré. Donc, ça veut dire que moi, consultant freelance, si effectivement, au cours d'une année, je dépasse 41 250, et ben, je suis tout de suite redevable de la TVA. C'est mon premier seuil, seuil majoré, assez simple. En 2025, je fais plus de 41 250 euros. Le mois où je dépasse les 41 250 euros, je me retrouve en fait redevable de la TVA. J'ai un deuxième seuil qui est le seuil de droit commun. Et donc là, c'est une deuxième condition et qui peut des fois faire basculer dans un régime de redevable de la TVA. Donc, je suis en fin de franchise en N plus 1, donc l'année suivante, si j'ai franchi de l'année N, le seuil de droit commun. On va voir quelques exemples après pour essayer de simplifier, de comprendre. Et grosso modo, si en 2024, j'ai fait plus de 37 500, et moins de 41 250. En 2024, eh ben, effectivement, j'étais non redevable de la TVA, mais en 2025, je vais devenir redevable de la TVA. C'est ça la différence entre le seuil de droit commun et le seuil majoré. Le seuil de droit commun, ça veut dire si je le dépasse sans dépasser le seuil majoré, l'année suivante, je suis redevable de la TVA. Par contre, si je dépasse le seuil majoré l'année N, je deviens tout de suite redevable de la TVA le moment où je le dépasse. C'est un nouveau mécanisme. Encore une fois, avant, j'avais 2 ou 3 années de chiffre d'affaires à comparer, à voir si je dépassais pendant plus de 2 ans les seuils communs et les seuils majorés. C'était un petit peu compliqué. Ils ont eu la bonne idée de simplifier. Entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Et ce qui est important là, c'est pour ceux qu'on crée en 2024 ou avant, pour savoir si je suis redevable le 1er janvier 2025, il faut que je regarde mon chiffre d'affaires réalisé en 2024. Émeric, je vous Oui, coupe. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort? d'accord, je suis désolé, j'ai un petit mal de Pas de gorge. Je me souci. permets de boire de l'eau et avec plaisir. Pas de souci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le chat ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tout à fait. On a une question de François qui demande si je passe en TVA en N et que mon CA baisse sous le seuil en N plus 1, est-ce qu'on sort de la TVA? En N plus 2, oui. En Merci. fait, ce calcul-là, et effectivement, on a l'opération inverse.
il se fait vraiment année par année. Donc, si effectivement je suis passé en TVA, mais que finalement l'année où je passe en TVA, j'ai moins de chiffre d'affaires, et ben l'année suivante, effectivement, on repasse en dessous des seuils. Donc, on a toujours ce mécanisme-là où effectivement, il faut regarder le chiffre d'affaires de l'année dernière. Et c'est pas parce que je suis redevable que je suis redevable toute ma vie. C'est pas parce que j'ai dépassé une fois que je serai redevable de ma TVA. Donc, j'ai toujours un petit peu de gymnastique à faire. Et en fin d'année, il faut toujours regarder un petit peu pour comprendre à quelle sauce je vais être mangé l'année suivante. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Léa? Non, c'est bon, on peut poursuivre. Bon, c'est bon au Merci. niveau du son? Oui. Parfait. Alors, quelques petits exemples. Un consultant réalise des prestations de service. En 2024, il fait 39 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, en 2024, il est au-dessus du seuil de droit commun, mais il est en dessous du seuil majoré. Donc en 2025, eh ben, effectivement, je suis redevable de la TVA car j'ai dépassé mon seuil de droit commun en 2024. Pas de choix, pas de solution, ça se passe ainsi. Mon deuxième exemple, en 2024, j'ai fait 35 000 euros. En 2025, j'ai fait 38 000 euros de chiffre d'affaires. En 2025, je suis non redevable car le chiffre d'affaires de 2024, il est inférieur au seuil de droit commun. Et en 2025, je n'ai pas dépassé mon seuil majoré de 41 250 que je vous ai remis en jaune pour bien avoir en tête ces fameux seuils. Donc ça veut dire qu'en 2025, je n'ai pas été redevable de la TVA. En revanche, en 2025, j'ai dépassé mon seuil de droit commun. Et donc, ce qui veut dire mon impact, c'est qu'en 2026, je suis redevable de la TVA, car j'ai dépassé mon chiffre d'affaires de droit commun en 2025. C'est toujours une petite gymnastique. Il faut toujours effectivement avoir en tête seuil de droit commun et seuil majoré. C'est ça qu'il faudra toujours interpréter. Un exemple, sans doute l'exemple qui réunit toutes les conditions. En 2024, j'ai un chiffre d'affaires de 2035, de 30, pardon, de 35 000 euros. Du coup, en 2025, au 1er janvier 2025, je ne suis pas redevable parce que je n'ai pas dépassé en 2024 mon seuil de droit commun. Et puis, mon chiffre d'affaires et mon activité se développent. Au 1er août, j'ai réalisé un chiffre d'affaires déjà de 42 000 euros. Ça veut dire qu'au 1er août 2025, je deviens redevable de la TVA car j'ai dépassé mon seuil majoré. Du coup, en 2025, j'ai deux euh, modes de fonctionnement. Du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025, je ne suis pas redevable. À compter du 1er août 2025, je deviens redevable quand je vais facturer mon client. Il va falloir que je lui facture avec de la TVA. Mécaniquement, en 2025, à un moment donné, j'ai été redevable de la TVA. Ça veut dire que j'ai dépassé mon seuil de droit commun et en réalité plus mon seuil majoré. Financière de l'entreprise et en gros, via ce. Donc en 2026, je serai redevable de la TVA. Alors, on a quelques questions dans le chat. Héloïse nous demande, devient-on redevable le mois de dépassement ou le mois suivant? On est le mois suivant. Voilà. Ensuite, autre question, on est redevable en début de mois. Ah, attendez, on est redevable en début de mois qui suit le déplacement, même si je déclare mon CA trimestriellement. Euh, alors là, je pense qu'on mélange deux notions. La notion de je déclare la TVA, et donc là j'ai un régime trimestriel, mais par contre la facturation elle est bien au fil de l'eau, et donc c'est bien en fait mensuellement qu'on facture tous les mois, et donc c'est effectivement le mois qui suit. Ensuite, la question suivante, c'est si on pense que l'on va dépasser le seuil, doit-on faire les devis avec la TVA? En fait, la loi parle que de facturation de TVA et pas des devis.
Ça sera toujours plus, dans votre relation avec vos clients, ce sera toujours plus, comment dire, plus confortable d'avoir fait des devis avec TVA et quitte à faire une facture sans que l'inverse. Donc je pense qu'effectivement, c'est plus une relation là commerciale et économique, mais je pense qu'effectivement, quand on pense qu'on va dépasser, il faut effectivement soit faire un devis avec TVA, soit indiquer qu'il y a une forte chance qu'on dépasse et que effectivement j'ai de la TVA à facturer. Merci pour ces réponses. Ok. Alors, quelles sont les conséquences quand je suis en franchise de base de TVA? Bien sûr, quand je suis en franchise de base, je n'ai pas à facturer de la TVA à mes clients. Corrélativement, je n'ai pas le droit de déduire la TVA qui grève les acquisitions de biens et de services. Donc, ça veut dire que je ne reverse pas de TVA à l'État. Tout ce que j'ai payé, entre guillemets, comme TVA, qui est la TVA déductible, je n'ai pas le droit de la déduire. Et inversement, le jour où je cesse d'être en franchise de TVA, ça veut dire que je peux déduire ma TVA sur les achats. Il y a une notion importante qui souvent en fait apparaît pas sur les factures. Lorsque moi je fais ma facture, je suis consultant freelance, je fais ma facture à mon client. Il convient de faire figurer sur la facture la mention TVA non applicable, article 293B du CG. Ça permet effectivement d'indiquer pourquoi je n'ai pas facturé de TVA. C'est parce que je suis en franchise de base et c'est ce que veut dire mon article 293B du Code général des impôts. On a une On a petite une, question dans le chat, Emeric. Je pense qu'elle était plus qui arrivait à la fin de la slide précédente. En cas de dépassement du seuil, est-on redevable de la TVA sur le CA de 41 250 euros? Non, pardon, c'est tout ce qui dépasse. En fait, on a un mécanisme de dire bah, ce qui a été fait, ça a été fait sans TVA. Donc, je ne vais pas venir régulariser mes factures antérieures parce que du coup, ça serait même compliqué à encaisser et à refacturer à mes clients. C'est vraiment toutes les nouvelles factures. Très bien. Important cette notion de mention sur les factures. Il y a un article du Code général des impôts qui dit que toute facture avec des mentions manquantes ouvre droit à une pénalité de 15 euros par facture. C'est dommage de se faire reverser 15 euros parce que j'ai oublié cette mention-là. La même chose, quelque chose qu'on ne voit pas souvent, c'est les obligations comptables des bénéficiaires de la franchise en base. Et ben, en réalité, je dois quand même tenir un registre récapitulé par année présentant le détail des achats et des biens et services. Donc, c'est un listing de effectivement qu'est-ce que j'ai acheté comme bien, qu'est-ce que j'ai acheté comme service. Donc ça, c'est pour mes dépenses. Et j'ai aussi une contrepartie, j'ai un livre journal servi au jour le jour, présentant le détail des recettes professionnelles. Ce livre et ce registre devront être appuyés des factures et de toute autre pièce justificative. Ça veut donc dire que même si je suis, par exemple, auto-entrepreneur, que je n'ai pas d'obligation de tenir une comptabilité, il est important, un, de tenir ce registre et ce livre journal, et c'est important de garder les factures. Alors, les factures clients, généralement, on n'a pas trop de sujets, hein, ça, on l'a assez bien. Mais par contre, il faut en théorie aussi garder ces pièces justificatives de dépenses. Une notion importante, le livre journal de recettes est servi chronologiquement. Effectivement, c'est de dire on a un numéro qui est chronologique et ma facture 2 ne peut pas avoir une date antérieure à ma facture 1. Donc ça, c'est important. On a un article, mais je ne pense pas que ça concerne les freelances, sur effectivement les services rendus à des particuliers. Et après, pareil, là, quand on regarde les textes, je pense qu'il y a assez peu de contrôle là-dessus. Hein. Ça reste une théorie et ça reste inscrit dans le Code général des impôts. Le montant des opérations inscrites sur le livre de recettes est totalisé à la fin du trimestre et à la fin de l'année. Ça veut juste dire qu'il faut additionner, entre guillemets, les données. On en vient à ce qui devait être le cœur de la présentation du webinaire et qui a soulevé beaucoup de protestations.
On avait une uniformisation des seuils. Donc là, entre guillemets, dans cette colonne-là, je vous ai mis en vigueur. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en vigueur en 2025. Et ce que j'ai appelé un projet repoussé, c'était ce qui devait intervenir d'abord au 1er mars 2025, qui a été repoussé une première fois au 1er juin 2025, qui a finalement été repoussé, avorté, voilà, à une date ultérieure, mais on va le voir qui va arriver assez vite. Et donc, en vigueur, j'avais 4 types de prestations et puis des seuils qui étaient différents en fonction des prestations. Et là, dans le projet repoussé, ce que voulait faire le gouvernement, c'était de mettre soit l'activité, un seuil de droit commun à 25 000 euros et un seuil majoré à 27 500 euros. Donc on le voit que déjà pour vous, consultants, on avait vraiment un abaissement du seuil. C'était aussi problématique pour d'autres activités. Par exemple, la livraison de biens, on avait carrément un seuil qui était quasiment divisé par 3 ou par 4, ce qui a expliqué peut-être que c'est fait autant de bruit et qui a expliqué que finalement ça a été reporté. Donc c'était vraiment ça le projet de la réforme. Et ça faisait du coup rentrer beaucoup de personnes dans ce seuil redevable de la TVA, notamment beaucoup de consultants. Et il y a aussi toute une branche qui n'est pas le sujet de notre webinaire, mais qui est aussi important et qui représente beaucoup de nos clients. Et ça faisait rentrer beaucoup de personnes en immobilier, des loueurs meublés notamment, qui étaient susceptibles du coup de devenir redevables de la TVA. Donc, face à ce tollé et à ce nombre de personnes qui auraient été concernées par la TVA, et ben effectivement, on a un premier report au 1er juin. Alors, je vous ai mis, faire de politique, comment ont été articulés, comment on a justifié les reports. Le premier report au 1er juin, c'était le temps de recueillir les préoccupations, les attentes et les suggestions de chacun des acteurs et d'assurer une mise en œuvre dans les meilleures conditions au cours de l'année. Déjà, il disait que c'était un petit peu compliqué et qu'il y avait pas mal de monde concerné. Et puis, assez récemment, parce que ça devait arriver au 1er juin 2025, mais il y a peut-être 15 jours, même pas, le ministre Éric Lombard a indiqué que la concertation a montré que le besoin de simplification était partagé, mais que les modalités d'une mise en œuvre sereine n'étaient pas réunies. En conséquence, le gouvernement a pris la décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme et de laisser le débat se tenir sereinement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Bon. Après, chacun restera libre des commentaires. Ce qui est important au-delà des justifications, c'est de dire que mine de rien, c'est pas si simple, et eux-mêmes l'admettent, et que sans doute il faut le simplifier. Et après, ils nous disent surtout que ça va revenir dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Et ça, c'est assez important. Pour rappel, le projet de loi de finances pour 2026, ça va se tenir en septembre-octobre, avec normalement, si tout le planning est respecté, une loi de finances qui doit sortir plutôt en fin d'année 2025. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Sur le sujet, il y a un petit problème d'affichage chez une participante, mais tu nous confirmes, Aymeric, que la présentation sera partagée aux participants? Exactement. Très bien. Ben voilà, j'ai la réponse. Merci. Désolé du problème d'affiche. J'insiste, mais parce que c'est important, il faut le garder en tête. Le ministre l'a bien précisé, il ne s'agit pas d'un abandon de la réforme, mais d'une suspension. Comme je l'ai dit, et c'est un petit peu technique, mais sans doute qu'on aura des ajustements, notamment pour tout ce qui est immobilier, les loueurs en meublé notamment. Et après, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il faut s'attendre à une uniformisation des seuils pour le rendre plus simple et plus lisible, et surtout un abaissement des seuils. Donc, vous dire est-ce que ce sera 25 000, 30 000, 32 000, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, mon hypothèse, on verra en fin d'année si elle est réalisée ou pas, c'est qu'on va quand même aller vers un abaissement des seuils. On arrive à une partie un petit peu technique, qui est de dire finalement, parce que là, on s'est dit franchise, on a un risque d'abaissement des seuils, donc on va tous basculer. En tout cas, il y a de nombreux consultants qui vont basculer en redevable de TVA. Est-ce que c'est grave en fait? Quel est mon impact pour moi consultant? On va voir, il y a 4 slides qui sont un petit peu techniques, mais je ne sais pas si on rentre dans le détail ou pas, mais
c'est un petit peu de voir les différents cas et de voir mon impact. Et le but, justement, c'est de vous alerter sur un cas notamment qui peut, où devenir redevable de TVA peut avoir des conséquences pour mon activité de freelance. Et là, c'est là où il faut être vigilant. Grosso modo, dans cette slide-là, je suis hypothèse 1, le consultant n'est pas redevable de la TVA. Donc, il facture 10 000 euros, j'ai pas de TVA, donc à un moment donné, il facture 10 000 euros que je vais appeler TTC. Les sommes versées par mon client, c'est 10 000 euros. Moi, consultant, j'encaisse 10 000 euros. Je vais avoir des achats pour 1 000 euros hors taxe, 200 euros de TVA, donc je vais payer 1 200 euros TTC. Il n'y a pas de mécanisme de déduction de TVA. Donc en fait, je vais bien avoir 1 200 euros de TVA payés. Ça veut dire que économiquement et d'un point de vue sur mon relevé bancaire, et ben en fait, je vais avoir un résultat qui fait 8 800 euros. C'est ce qui me reste entre guillemets sur ma société après impact de la TVA. Si maintenant je suis un consultant et que je deviens redevable de la TVA, sachant que mon client est lui-même redevable de la TVA. Donc généralement, nous, ce qui se passe, quand c'est comme ça, quand je dépasse mon seuil, je dis à mon client, bah, maintenant j'ai de la TVA, je suis redevable, je te facturerai 10 000 euros et je vais te facturer la TVA en plus pour 2 000 euros, TVA que le client, lui, pourra déduire. Donc pour le client, c'est neutre. Pour mon consultant, j'ai facturé 10 000, je facture la TVA de 2 000 euros, j'encaisse donc 12 000 euros. Mon client me verse 12 000 euros. Et puis, bah, effectivement, la TVA que j'ai encaissée et que m'a versé mon client, il faut que je la reverse à l'État, donc je lui reverse 2 000 euros. Donc au final, moi, j'ai bien 1 000 euros, j'ai bien 10 000 euros qui me restent dans ma poche. J'ai mes achats, j'ai acheté un ordinateur, je sais pas, un téléphone. Donc je l'ai acheté 1 000 euros hors taxe, j'ai payé 200 de TVA, donc j'ai bien payé 1 200 euros. Donc je vais pouvoir venir déduire ma TVA sur mon téléphone de 200 euros et je vais reverser à l'État 1 800 euros de TVA. 2 000 euros que j'ai facturé et encaissé auprès de la TVA que j'ai payée, entre guillemets, à mon fournisseur de téléphone. Et donc, ça veut dire que j'ai payé 1 800 euros. Au final, le net du net, combien il me reste dans ma poche? C'est 9 000 euros. Je reviens 2 secondes sur la slide d'avant. Quand j'étais pas redevable de la TVA, finalement, j'étais à 8 008. Donc, est-ce que c'est grave? Je ne suis pas sûr que ce soit forcément grave d'être redevable de la TVA. J'ai un petit peu de complexité administrative. Voilà. Plus j'ai d'achats, plus la question se pose en fait de dire, même si je suis en dessous de mes seuils, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'opte pour la TVA? Donc ça peut être un sujet. Mais plus j'ai d'achats, plus finalement ce sera neutre. On a, et ça va être le cas le plus problématique, imaginons que je suis un consultant et que je facture non pas un client qui est soumis à TVA, mais une association qui elle-même n'est pas soumise à TVA. Donc ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir déduire. Généralement, ce qui se passe au début, je suis consultant freelance, je ne suis pas redevable, et donc j'ai négocié. J'ai mis un TJM à 10 000 euros, on va dire qu'il y a quand même plusieurs jours travaillés, parce qu'une journée à 10 000 euros, ça serait bien vendu, mais voilà, j'ai travaillé plusieurs jours, donc j'ai convenu avec mon client association, c'était 10 000 euros, je ne suis pas redevable. On arrive au même exemple que l'hypothèse précédente. Bah, je n'ai pas de TVA à facturer à mon client, mais par contre, je n'ai pas le droit de déduire ma TVA sur les achats. Mon résultat net, il fait 8 800 euros. Imaginons maintenant que je dépasse les seuils, je suis consultant, je dépasse les seuils, et par contre, bah, mon association, elle me dit bah, que tu sois soumis à TVA ou pas soumis à TVA. Moi, de toute façon, la TVA, je ne la soumets pas, donc le 10 000 euros, c'est ce que je te verse, TVA incluse. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, je vais facturer mon 10 000 euros TTC, mais dedans, j'aurai 1 666 euros de TVA. Ce qui veut dire que ce que je vais facturer en hors taxe, c'est 8 333. Et là, ça devient problématique, puisque cette TVA que j'ai encaissée, il va falloir que je la reverse à l'État. Alors certes, j'aurai le droit de déduire mes achats, et donc je paierai 1 466 de TVA, mais dans mon exemple, au final, ce qui me restera, c'est 7 333 euros. Pour la slide d'avant, quand j'étais non redevable, c'était 8 800 euros de TVA. Je vous laisserai regarder le support, comprendre un petit peu
les différents chiffres. Et ce qui est important de comprendre, c'est vraiment ça, quand je suis consultant, que je travaille avec quelqu'un qui ne déduit pas la TVA, il faut absolument que je fasse attention à ce que je lui dis. Et en tout cas, quand je deviens redevable de la TVA, il faut que j'aille renégocier mon TJM pour qu'on parle bien effectivement le but, c'est de renégocier pour être à 10 000 hors taxe, soit 12 000 € TTC. Et c'est là où souvent, on l'a vu avec nos consultants, ça devient un vrai sujet parce que pour l'association, en fait, ça revient à augmenter mes prestations. Et donc, ça peut être des fois une sorte de renégociation qui est un petit peu difficile puisque l'association n'a pas envie de payer plus cher finalement pour le même service. C'est un petit peu technique, je ne sais pas quel est voilà, le ressenti de chacun. Encore une fois, je vous laisserai le diaporama et vous pourrez regarder en détail et comprendre, mais c'est vraiment le point d'alerte de ce webinaire. Si je facture et si je travaille avec des associations non soumises à TVA, il y a un vrai sujet, une vraie attention à porter sur le montant de mes prestations et de comment je négocie mon contrat. On a une petite question, Oui. Émeric. Verra-t-on comment se fait concrètement la déclaration à la TVA? Je pense qu'on Non. va avoir le temps. Non, malheureusement, je ne l'ai pas mis dans ce diaporama. Euh, En fait, la déclaration de TVA, elle se fait via le site des impôts qui est impôts.gouv. Il faut s'inscrire sur impôts.gouv. Ça va engendrer la création d'un courrier où il y aura un code dessus. Et une fois que j'aurai rentré ce code 15 jours après, je pourrai faire ma déclaration de TVA. Mais on ne l'a pas inclus au webinaire, comment déclarer la TVA. Pas d'autres questions. Ok. Ah, si, une vient d'arriver. Quelles sont les conditions de récupération de TVA sur les achats? Par exemple, peut-on récupérer de la TVA sur des frais de déplacement? Alors, les frais de déplacement, ça dépend de quels frais de déplacement. On a des règles différentes. La première condition pour récupérer de la TVA sur nos achats, c'est que l'achat, il doit être en lien avec l'activité professionnelle. C'est bête de le dire, mais c'est toujours important de le dire. Je ne peux pas déduire tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit en lien avec l'activité professionnelle. Et après, sur les frais de déplacement, on a par exemple les taxis, les avions et les trains où j'ai pas de TVA ou en tout cas où la TVA n'est pas déductible. Et après, sur tout ce qui est restaurant ou des choses comme ça, je peux déduire la TVA si c'est un restaurant professionnel. Je mange avec mon client, avec mon prospect, avec des relations d'affaires. Là, je vais pouvoir venir déduire la TVA. Et après, j'ai une condition qui est une forme pour déduire la TVA. Il faut bien sûr un justificatif qui fait mention de la TVA. Eh bien, merci. Ensuite, bon, c'est une question, c'est plus en lien avec la présentation de Numans. Est-ce obligatoire de mandater un comptable? Est-ce recommandé? Est-ce obligatoire? Je vais être transparent, non. Est-ce que c'est recommandé? Moi, souvent, ce que je dis à mes prospects, je donne l'exemple, alors moi, je ne suis pas du tout bricoleur, hein, mais c'est de se dire, si je savais faire la vidange de ma voiture, est-ce que je le ferais? Bah, peut-être que oui pour économiser de l'argent, peut-être que non si j'ai envie que ce soit bien fait et si j'ai pas envie de m'embêter, entre guillemets, à passer mon samedi matin à faire ma vidange. Donc après, moi, j'ai envie de dire, ceux qui ont des bases de comptabilité peuvent très bien faire la déclaration de TVA tout seul. À un moment donné, si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas le temps ou si vous avez un doute, vous s'entourer effectivement d'un cabinet d'expertise comptable. Sur le fond, vous pouvez très bien faire tout seul. Pas d'obligation légale d'avoir un expert comptable pour faire une déclaration de TVA. Merci beaucoup, Émeric. On est bon? C'est bon, plus de questions. Ok. Du coup, je voulais vous présenter le groupe Newman sur lequel je travaille, qui est un cabinet d'expertise comptable. En réalité, on est effectivement un cabinet d'expertise comptable à la base, et puis petit à petit, en fait, on a élargi un petit peu nos offres de services, on s'entend bien avec nos clients qui nous sollicitent beaucoup. Et donc, en réalité, on fait de l'expertise comptable, mais on a aussi d'autres pôles de services. On a expert comptable, auditeur, conseiller en ressources humaines, gestion de patrimoine,
Voilà, on a essayé de structurer l'offre et d'accompagner au mieux nos clients. Je crois que je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais le groupe Numans, en fait, Numans, c'est la contraction de deux termes qui nous sont chers, qui sont numériques, parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de gagner du temps, de rendre des comptabilités faciles. On a souvent des clients qui nous disent, ah, c'est très compliqué la comptabilité. Bah non, aujourd'hui, vous avez un smartphone, vous transmettez les justificatifs par téléphone, et nous, on s'occupe du reste. Et humain, parce que notre objectif et notre stratégie, c'est d'accompagner nos clients voilà, lors de la création, lors du développement, quand on est en difficulté aussi, le but, c'est de les accompagner au mieux. C'est pour ça qu'on s'est entouré d'experts dans pas mal de services. C'est un cabinet, un groupe qui est national. On est présent aujourd'hui à Lille, Paris, Lyon, Grenoble et Marseille. Ça nous permet effectivement d'avoir un client qui est situé un petit peu partout en France. On a aujourd'hui 25 associés, plus de 220 collaborateurs. On a 11 métiers au total en dehors de l'expertise comptable et c'est un cabinet qui a été créé en 1973, qui a été classé top 100 des cabinets d'expertise comptable. Notre engagement, bah, effectivement, c'est d'être humain, ce qui est important chez nous, et c'est pour ça que moi j'ai choisi la comptabilité. C'est pas pour faire des chiffres, c'est pas pour faire de la calculette, c'est parce qu'on rencontre des clients voilà, qui ont des parcours de vie, qui ont des idées, qui ont des envies qui sont différentes. Et en fait, ce que je raconte souvent, mon métier, c'est d'être avec un start-upper à 9 heures du matin, avec un retraité qui continue de la formation à midi, et puis d'être après avec un commerçant ou un restaurant. Donc voilà, c'est ce qui nous différencie, ou en tout cas ce qui nous motive, voilà, c'est d'être proche de nos clients. On est engagé parce qu'on a envie de donner du sens à ce qu'on fait, de faire preuve d'excellence dans nos domaines et quand on intervient. Et puis on est aussi audacieux, on essaye d'inventer le métier d'expertise comptable de demain, de dépoussiérer un petit peu l'image qu'on peut avoir. Effectivement, pour faire un petit peu, pour faire la stratégie, en tout cas quand on a mis au point, voilà, on s'est bien rendu compte qu'on avait des défis économiques, ça c'est une certitude, mais aussi sociétaux et environnementaux. On est engagé en fait sur ces trois défis pour essayer de faire avancer les choses. Je vous ai mis en dernière page bah voilà, tous nos domaines d'expertise. On est commencé par l'expertise comptable, qui est notre métier de base. Et puis après, on se développe avec l'audit, le conseil, les solutions RH, assurance et patrimoine, une gestion des particuliers. On fait du juridique, du corporate finance, de la RSE, de la formation et du conseil en financement. Et c'est notre slogan, voilà en quelques mots et très rapidement la présentation du cabinet. Et on a oublié de rappeler, mais on est partenaire, donc les membres de la communauté People for Impact peuvent bénéficier d'une offre. Donc je rappelle les petites conditions de notre partenariat, moi, que tu les aies sous les yeux aussi, Aymeric. Mais en tout cas, tout est présent sur notre page partenaire. Et dans tous les cas, quand on vous transmettra le replay, si tu es d'accord, Aymeric, on pourra éventuellement passer tes coordonnées. Oui, Ou tout à fait. enfin voilà, s'il y a besoin de prévoir un futur rendez-vous. Donc, dans le cadre de notre partenariat, il s'agit du coup d'un premier rendez-vous gratuit et de 2 mois de comptabilité offerte pour les créateurs de sociétés et les entrepreneurs. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez avoir votre premier rendez-vous avec Aymeric et que vous posez des questions sur ce sujet et d'autres sujets, car comme l'a dit Aymeric, il y a plein d'autres sujets sur lesquels Numans peut vous accompagner. N'hésitez pas. Et on vous remercie tous pour votre participation. On vous enverra le replay. Et n'oubliez pas que les People for Impact Day, c'est 2 jours. Donc demain midi, on se retrouve à la même heure avec un autre partenaire sur le sujet de la facturation électronique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci, Bonne Aymeric. journée, bon appétit.